Randy, bonjour, je suis hyper content d'être avec toi. Moi aussi. J'espère que tu vas bien. On est là pour parler de toi, ton parcours personnel, professionnel et du bébé qui se trouve juste derrière moi avec son beau logo Allowen qui a été rebrandé il n'y a pas si longtemps. Je te laisse en parler. Qu'est-ce qu'Allowen ? Alors Allowen, c'est simple, c'est une solution dédiée au centre d'appel qui de base part de ma propre problématique. Pourquoi ? Parce que mon vrai métier, c'est pas CEO, c'est téléprospecteur. J'ai commencé chaque été en fait à faire de la téléprospection pour être avec mes potes à Madagascar. Okay. Et j'étais bien naze à ça, tu vois. Ouais. Par contre, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait régler. Et au fur et à mesure de ma carrière où j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de prospection. J'ai eu à gérer des équipes dans la prospection téléphonique. Et il y avait énormément de peur, de mystère ou en tout cas une pression sur la prospection téléphonique. Le métier de téléprospecteur en lui-même n'est pas sexy. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'étais posé dans mon canapé chez moi, où l'idée elle avait mûri déjà depuis quelques années et ça a été très clair. Je veux une solution dédiée au centre d'appel pour les téléopérateurs, pas forcément pour les managers. Et c'est pour ça qu'on a créé Allowen. Et Allowen, en quelques mots, c'est une intelligence artificielle qui écoute, une autre qui analyse, et en temps réel, on va donner des éléments de réponse pertinentes qui vont s'adapter aux prospects. Okay. À côté de ça, on sait que la posture non verbale, même derrière le téléphone, a une importance. Donc on vient aussi coacher avant, pendant et après l'appel nos téléopérateurs, notamment sur le sourire, sur la gestion du silence, sur la gestion de la posture à avoir quand tu as des objections, pour qu'en fait ils aient toutes les bonnes armes pour réussir leurs appels, maximiser leur taux de conversion et qu'ils puissent se focus sur une seule chose, c'est de l'échange avec le prospect. Et je te fais une petite confidence là. Mon client final, c'est pas les téléprospecteurs, c'est pas les centres d'appel, c'est toi. C'est vous derrière les caméras. Parce que c'est vous qui répondez au téléphone, c'est vous qui répondez aux téléprospecteurs. Et si vous arrivez à acheter avec le sourire, Allowen aura réussi sa mission. Ok. Tu parlais de comment était née l'idée. Ton parcours scolaire, quand tu es jeune, t'es quel type de jeune ? Tu es très scolaire, pas du tout scolaire ? Alors moi, je suis pas du tout scolaire, mais vraiment pas du tout. Déjà en troisième, c'est la conseillère d'orientation qui m'a placé, si tu veux. J'ai fini en TBE, donc TBE c'est technicien du bâtiment, études et économie de la construction. Loin du monde du commerce ou tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la tech. Par contre, ça m'a beaucoup servi tout de même, mais j'étais pas scolaire, tu vois. Je suis le genre de gars qui révise pas, qui travaille pas. Mais par contre, quand il fallait passer les diplômes, j'y allais en toute décontraction. Du coup, j'ai pratiquement toujours fini major. Mon bac pro, j'ai été major. Puis après, j'ai fait une reconversion. Je suis allé technico-commercial parce que j'ai un vrai coup de cœur pour le métier de sales. Là, pareil, BTS blanc, j'ai eu 2. J'étais nul, mais j'avais pas envie. Par contre, quand j'ai passé le BTS, major de promo. Donc sur les grands moments, les moments décisifs, je sais planter le but, on va dire ça comme ça. Mais par contre, l'école, ça m'a beaucoup ennuyé. J'étais pas le mec le plus scolaire. J'ai toujours été très terrain. J'ai toujours été très curieux de ce qui se passait en dehors, en fait, d'un cadre structuré. D'accord, ok. Moi, ce que j'aime me poser comme question, c'est, tu vois, aujourd'hui, tu es CEO, tu as monté ta boîte. Est-ce que depuis longtemps, tu sais que tu vas être entrepreneur ? Depuis 12 ans, je sais que je serai entrepreneur. Ok, et tu penses que c'est dû à quoi ? En fait, c'est d'une part, je pense que c'est en moi. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est quelque chose que j'avais toujours depuis petit. J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. C'est différent des footballeurs, mais moi, je me suis déjà vu me faire interviewer, donc comme ce moment-là, tu vois. Mais en tant qu'entrepreneur, donc je me suis mindseté pour. Et puis, moi, je suis né à Madagascar. C'est un pays très pauvre. J'ai vu ma mère se battre, ouvrir des business, etc. Et à 11 ans, j'ouvre mon premier business, pour te dire les choses. J'adorais les Mr Freeze, il faisait très chaud à Madagascar. Mais on n'avait pas forcément les moyens d'en acheter beaucoup parce que c'est des produits importés. Et mes potes aussi, ils adoraient ça. Je savais qu'ils avaient de l'argent de poche. Donc, je demande à ma mère juste un peu d'argent pour pouvoir m'acheter du sirop, de l'eau, des petits sachets en plastique, une bougie. Et c'est tout ce qu'il me fallait pour faire mes propres Mr Freeze. Et je les ai vendus à mes copains jusqu'à ce que ma mère en ait marre parce qu'en fait, toute la cité, tout le quartier, même les quartiers voisins venaient chez nous pour en acheter. Et ça, elle avait un restaurant à l'époque et ça lui a limite fait de l'ombre. Du coup, elle m'a dit, mais tu t'en occupes même pas, c'est moi qui vais à ta place, donc on arrête là. Puis après, j'ai déménagé en France. Et chaque été, en fait, si tu veux,
J'allais voir mon grand-père qui est aux États-Unis et je lui proposais une idée de start-up. À chaque fois, il me disait que je voyais trop grand et que c'était n'importe quoi. Ouais. Mais j'avais déjà ce truc dans l'âme. Et jusqu'à ce avec Christian, du coup, un de mes associés actuels, on sort de la salle de sport à Paris, Fitness Park pour être très précis. Hein. Okay. Et lui et moi, on était en alternance et on devait avoir le permis et la voiture pour continuer l'alternance. D'accord. Et j'avais pas un rond en poche. Et c'est de là où je lui ai dit, mais viens, on crée une boîte, on fait de l'argent, on se finance et ça va marcher, tu vois. Et j'étais très sûr de moi, c'est hyper naïf de penser comme ça, mais j'étais très sûr de moi. Et en 2015, on sort notre première boîte qui s'appelait Web of Today. Ok. Et qui était une agence de com dédiée au kebab. D'accord, ok. Donc en gros, en 2015, si tu veux, le business économique des agences de com n'était pas du tout destiné à ces gens-là, de par plusieurs raisons. Hein. Ça peut être l'ethnie, ça peut être les quartiers, il faut aller dans des quartiers des fois, etc. Et nous, on s'est dit, mais c'est une super opportunité. Déjà d'une, ils n'ont pas accès à tout ce qui est gros site internet avec max de dev, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils veulent aller vite. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Du coup, tous les midis et tous les soirs, je sortais du taf et j'allais au kebab et je vendais mes services. Okay. Donc on a réussi à faire une belle boîte puisque je me suis payé ma voiture et mon permis. Cool. L'erreur, c'est qu'on a tout cramé. C'est souvent ce qui arrive sur la première boîte des fois. Exactement, erreur de jeunesse. Tu sais, on était là pour le kiff à la base, donc on se rendait pas compte que le business model qu'on était en train de créer, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les agences de com qui décident de faire local, pas cher et aller vite, quoi. Et en fait, on était déjà dans ce mindset-là. Donc pour moi, j'ai l'âme entrepreneuriale en moi de base. Ouais. Et après, c'est tout ce que j'ai vu autour et tout ce que je me suis dit, c'est que je peux résoudre des problèmes. Et fondamentalement, en moi, j'ai toujours eu cette problématique de vouloir aider ou sauver tout le monde. C'est trop bizarre. Ouais. Mais je peux pas sauver le monde. Je suis pas Superman, je suis personne. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux aider un maximum de personnes, mais en faisant une seule chose. Okay. En fait, c'était d'entreprendre et de créer une boîte en ayant l'objectif de résoudre une vraie problématique avec un vrai sens. Tu parlais de Madagascar, j'ai l'impression que ça a joué quand même une partie importante de ton mindset après. Bien sûr. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois Madagascar? Est-ce que tu aimerais avoir une contribution plus tard là-bas? Est-ce que tu dois y retourner? Eh ben écoute, Madagascar aujourd'hui, je me vois plus vivre à Madagascar. D'accord. Parce que j'adore la France, je me sens très français et j'aime ce que je vis ici. Par contre, mettre à contribution la société pour Madagascar, c'est un objectif clair qui va arriver très vite. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais 75% du PIB malgache est représenté par les centres d'appel. Ok. Chiffre étonnant. C'est impressionnant. C'est un bon chiffre, génial. Ça a été effectué par un des anciens présidents, justement, avant que moi je déménage en France, suite aux problématiques politiques et sécurité à Madagascar. Et moi, mes potes aujourd'hui, mes meilleurs potes d'enfance sont en centre d'appel. D'accord. Et si tu veux, ça fait partie de mes why parce que j'ai un de mes amis qui a appelé ma mère récemment et qui a demandé un peu d'argent à ma mère pour se former à être téléopérateur. Et tu vois, ça m'a mis une énorme claque parce que je me suis dit, il est là mon objectif. C'est que même mes meilleurs potes, ils doivent avoir Halloween pour se sentir mieux, gagner plus d'argent. Et moi, ça va me permettre aussi d'être et de voyager dans mon pays, tout en apportant ma contribution, sans pour autant être dans ce truc politique ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un de mes objectifs premiers. Et après, c'est un rêve qui est un peu utopique, mais j'aimerais réellement mettre à contribution le fruit de mon travail pour le peuple malgache, dans le sens où leur donner le minimum vital, que ce soit avoir accès à l'eau potable pour tout le monde, ou avoir accès à ne serait-ce qu'un minimum de nourriture, quoi, tu vois. Ok. Tu parlais de Halloween, l'idée que vous êtes vraiment, votre cœur de métier, c'est la prospection. Si je te dis, pour moi, la prospection téléphonique, elle est morte, tu me réponds quoi? Moi, je te dis qu'elle pèse 12 milliards aujourd'hui, okay. qu'elle a tendance à monter, qu'après le Covid, on a tous reçu et on a tous utilisé les solutions de mailing, etc., de scrapping. Pour autant, l'homme et l'humain en tant que tel a besoin d'un contact humain pour passer à l'acte de vente. Tu ne peux pas, sans prospection téléphonique, gérer toute ta croissance ou le développement commercial. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on dit que la prospection téléphonique va mourir, mais c'est bizarre, ça fait 10 ans qu'ils sont en croissance.
Mais tu vois, par rapport à ça, moi je viens de rentrer en alternance donc, chez Feelings, une boîte donc, de recrutement. Et donc j'ai un rôle vraiment de sales, donc je fais de la prospection. D'accord. Et au début, donc, je m'étais questionné sur comment est-ce que je devais prospecter pour être performant, parce que je pense que c'est vraiment un métier où la performance il doit être au cœur de toutes nos actions. Et je m'étais dit, la prospection téléphonique, j'ai pu la faire à Escadrille. Pour moi, je misais beaucoup là-dessus. Et j'ai eu des retours un petit peu mitigés. J'aimerais savoir quels seraient aujourd'hui tes 3 conseils que tu pourrais me donner pour être plus performant en prospection téléphonique. Simple. Déjà, premièrement, c'est un peu comme quand tu t'adresses en campagne de mailing, il faut que tu personnalises un maximum en fait ton rendez-vous. C'est-à-dire que tu dois tout savoir sur le prospect que tu vas appeler, même s'il va te rejeter, même s'il va pas te répondre. Deuxièmement, faut dédramatiser la prospection téléphonique. Parce que la peur, c'est la première conséquence de la non-réussite. En fait, à partir du moment où toi-même t'es mitigé sur la prospection téléphonique dans ta tête, tes résultats vont avoir une conséquence dessus parce que tu seras pas dans le mindset de foncer et d'ouvrir des portes malgré les rejets que tu peux avoir. Donc c'est vraiment dédramatiser ce côté-là. Et puis le troisième conseil que je peux te donner, c'est décroche le téléphone, écoute ton prospect, ne te présente pas comme tout le monde. Bien sûr qu'il faut se présenter, on est d'accord. Mais faire comme tout le monde, bonjour, je me présente, je m'appelle Théo, aujourd'hui je vous appelle parce que j'aimerais vous... Non. Okay. Tu as beaucoup de moyens psychologiques sur lesquels tu peux jouer. Nous par exemple, on a des façons de faire. Bonjour Théo, je m'appelle Randy, c'est un appel de prospection, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça pousse. Déjà, ta première réaction, c'est exactement la même réaction que la personne au téléphone va avoir. Elle va rigoler. C'est pas, franchement, moi j'ai jamais eu un appel de prospection comme ça. Mais je me dirais, franchement, on n'est jamais venu me voir comme ça, j'aimerais bien en savoir plus. Exactement. 90% des gens à qui on l'utilise répondent de la même manière que toi et ont la même réaction. Ils vont rigoler, ils vont sourire, ils vont dire, écoutez, on va le faire, on va y aller, qu'est-ce que vous faites? Et là, mon conseil, c'est de ne pas y aller directement. C'est d'installer aussi une confiance avec ton prospect. Ouais. Je m'explique. Écoutez, on se prend 30 secondes. Je vous explique ce que l'on fait. Si ça fait sens, on continue. Si ça ne fait pas sens, écoutez, on s'arrête là. Déjà là, tu mets un climat de confiance et si tu respectes ces 30 secondes, il va te valoriser pour ça, il va vouloir échanger avec toi pour ça. Et mon dernier conseil, c'est surtout ne vends jamais un produit au téléphone, intéresse-toi à la personne, intéresse-toi à ses problématiques, parle-lui de ses pain points, ne vends pas ton produit directement, ne vends pas ta boîte directement, écoute ton prospect. Et ça, je pense que c'est l'erreur de tous, on est tellement mindseté par l'objectif d'atteindre un rendez-vous, de vendre, etc., qu'en fait, on oublie même l'essence de la prospection, c'est de créer un échange. Et cet échange-là va créer de la data. Et c'est cette data que tu vas utiliser pour arriver à tes fins. En tout cas, merci parce qu'en 30 secondes, tu as remis 3 mois d'alternance en prospection. Et c'est super, c'est des super conseils que tu viens de me donner. Et j'ai une question, souvent la prospection est liée un peu à la RGPD. Est-ce que Alouen arrive à accompagner ces problématiques RGPD? Souvent, on se pose des questions, est-ce que je respecte la loi sur certains aspects? Comment est-ce que vous faites là-dessus? Alors ça, c'est une vraie question que tu me poses parce que quand tu commences une entreprise, une start-up surtout dans l'IA, avec la gestion de données, RGPD, etc., ça coûte cher, c'est très compliqué, il y a beaucoup de règles, de conformité à avoir. Mais je pense qu'il faut prendre le pli dès le départ. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On voulait être éthique et on a pris le pli dès le départ. C'est-à-dire qu'on va déjà anonymiser toutes les données qu'on va récolter. D'accord. Je m'explique. Quand on va écouter l'appel, etc., déjà la voix, elle sera robotisée. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. D'accord. Deuxième point, tout ce qui est de données personnelles, parce que la voix c'est une donnée personnelle, nom, prénom, code bancaire, tout ce qu'on veut, tout ça chez nous, on a créé des triggers qui permettent de le bâcher. Donc en fait, nous quand on collecte la donnée, on a 0 données personnelles, on a juste des échanges qui nous permettent de comprendre des mécanismes et qui nous permettent de travailler avec des algorithmes et des triggers derrière pour améliorer cet échange et nos recommandations. Mais en aucun cas, on utilise la donnée personnelle chez nous. D'accord, donc ça c'est un point hyper positif pour Alouen, je trouve. Enfin, respecter ça, ça me semble... C'est ça. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a des réglementations et une gouvernance de données qui est très 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 forte et très suivie en Europe et notamment en France. Ce que je valorise énormément parce que nous, ça va nous permettre d'avoir une avance sur les Américains.
Et le deuxième point, même dans la prospection téléphonique, en tout cas au niveau des centres d'appel, il y a beaucoup de règles qui se passent aujourd'hui et de conformité. Et en fait, plein de centres d'appel perdent de l'argent. Pourquoi? Parce que quand les donneurs d'ordre finaux vont écouter ces appels-là, ils vont pas respecter la conformité. Quand je parle de grille de conformité, je parle de cet aspect est susceptible d'être enregistré, de dire le nombre de mensualités sur laquelle tu t'engages, de donner le coût des mensualités. D'accord. Dénoncer aussi à la personne qu'elle a le droit de s'inscrire sur le registre des Blocktel pour justement éviter de recevoir des appels de prospection à tout va. De dire qu'elle a le droit de faire valoir aussi son droit RGPD. Pourquoi? Parce que ça lui permet justement de ne plus recevoir ces appels-là. Donc ça, nous, on l'intègre en fait à notre solution et c'est des recommandations en temps réel qu'on fait, qu'on émet à nos sales, à nos téléopérateurs, pour qu'ils puissent être constamment en conformité. Et pour que la personne derrière aussi, elle sache que, en fait, ils respectent les règles et que on va pas voler leurs données ou utiliser leurs données contre leur consentement. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc en fait, moi, quand tu as présenté Allowen, il y avait aussi l'aspect coaching aussi qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans les entreprises ou même des indépendants et vous les coachez pendant X temps. Comment ça se passe? Non, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. C'est elle qui le fait. Okay, exactement. Super. Pourquoi? Déjà, on va les coacher en amont de l'appel, on va leur donner des petites phrases de mindset, on va leur dire la posture qu'ils doivent avoir. Puis ensuite, avec Allowen, comme on analyse aussi l'émotion, les sentiments qu'il y a en face pour nos prospects, on va les coacher, comme je t'ai dit, sur la posture, c'est-à-dire sois calme et confiant. Là, c'est un silence, ne parle pas en premier, c'est une objection prise. Et à la fin de cet appel-là, on va les coacher de manière globale et personnalisée. C'est-à-dire qu'on va leur dire là où ils étaient très bons, là où ils l'étaient moins, et pourquoi ils n'ont pas réussi leur session de prospection. Et ça, c'est ce qu'on va faire, les coacher avant, pendant et après l'appel, avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, si tu devais sonder tes clients, tu vois vraiment que, est-ce qu'ils sentent, eux, une vraie amélioration? Et dans leurs résultats, est-ce qu'il y a vraiment de la performance qui en jaillit? Eh bien, écoute, on a de la chance d'avoir des clients très proches de nous, donc qui nous donnent énormément de feedback. Premièrement, notre plus grosse crainte, c'était l'adoption de la solution. On a bien expliqué aux téléopérateurs qu'on était là ni pour les contraindre, ni pour les remplacer, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, de tout ce qu'on fait, tout le monde va penser directement qu'on va les remplacer, alors que c'est pas notre objectif du tout. Et ensuite, les retours qu'on a, ils sont très simples. Sur les téléprospecteurs débutants qui en moyenne fait entre 2 et 3% de conversion, on les a passés à 12% de conversion. Ouais, super. Donc on a un vrai gap et un ROI dessus. Sur les seniors, c'est moindre, parce qu'ils sont passés entre 15 à 17, 18. Donc on est entre 2-3%. On sait qu'on doit s'améliorer dessus. Et l'objectif, c'est de toujours améliorer la solution de toute façon. Et là où on est le plus heureux, c'est que on a réussi en fait à sortir des téléopérateurs de leur script figé. Ça veut dire que là, ils ont beaucoup plus de liberté d'échanger, de dire, d'être beaucoup plus humain dans l'échange, mais aussi d'avoir l'assistance de l'IA pour avoir les bons mots au bon moment. Et je sais pas si tu le sais, mais les sites de production en Afrique avec lesquels on travaille, malheureusement, des fois, les lexiques ou les mots qu'ils utilisent sont pas riches. Et nous, on vient aussi les éduquer là-dessus. Et je pense qu'on peut être très, très fiers de ça parce que on vient réellement avoir un impact humain et qui va impacter les performances. D'accord. Là, aujourd'hui, on est dans les locaux d'Allowen, qui se trouvent à l'IoT Valley. Oui. Pourquoi l'IoT Valley? Et à quel moment est-ce que ça s'est fait? À quel moment le feeling est passé entre vous deux? Tu veux la vraie histoire ou l'histoire enjolivée? Moi, je veux toujours la vérité, authentique et authentique. Bah écoute, la vraie histoire, pourquoi l'IoT Valley? Déjà, j'avais fait pas mal de... Comme toi, j'étais en école de commerce, du coup, à l'ESG, et j'avais déjà vu l'IoT Valley, j'avais déjà vu des projets, etc. Et je savais que je devais me rapprocher d'un incubateur, en fait, lorsque j'allais ouvrir ma boîte. Et j'ai écouté justement un super entrepreneur qui a ouvert l'Emlist, qui s'appelle Guillaume Moubèche, et qui lui a dit, le plus tôt tu es accompagné, le plus tôt tu es entouré, et ben en fait, ça va te structurer, t'aider, t'accompagner. Et au-delà de ça, il m'a mis en lumière ma première grosse erreur, c'est que quand j'ai eu l'idée, j'ai eu peur d'en parler en pensant que quelqu'un allait me voler l'idée, etc. Grosse erreur. Ça, il y a un mec en fin fond du Mexique qui peut avoir la même idée que toi. En tout cas, on est 7 milliards sur Terre, des idées, il y en a. C'est ouf que tu sois le seul à l'avoir l'idée, tu vois. À partir de ce constat-là, j'ai voulu être incubé. Donc j'ai appelé tous les incubateurs de Toulouse. Je me suis fait recal de partout.
Ok. C'est très honnête. Je me suis fait recal de partout. Trop early. Ton idéation est pas bonne. Ton BP, il est pas prêt. T'es pas structuré. Tu sors pas de grandes écoles. T'as pas le mindset. Tout ce que tu veux comme excuse, c'est sorti devant nous. Ok. Sauf l'IoT avec Justine Trébul, du coup. Big love à toi, Juju. Qui m'a écouté. Qui a répondu à mon mail. Ils nous ont invités pour échanger avec eux ici. Et dès le départ, ils étaient chauds. On sait pas tout ce que vous faites. C'est pas de l'IoT pur et dur. Ouais. Par contre, tu as une dalle, tu es déter, tu sais où tu veux aller. Et ben, on est chaud pour t'accompagner. Et Okay. C'était les seuls qui ont cru en moi au début de ce projet. Parce que même quand je parlais aux autres incubateurs, que je parlais du marché des téléprospecteurs, de la téléprospection, nanana, personne trouvait ça sexy, personne voulait y aller. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a dit clairement que je suis ni tech, ni quoi que ce soit, donc comment je vais développer une solution comme ça, qui il y a 2 ans paraissait très très utopique. Ouais, c'est vrai qu'il y a un aspect, c'est que bon, tu as un profil assez commercial finalement. Exactement. Et tu développes un produit qui est quand même très technologique, très pointu aussi, étant donné, l'IA aujourd'hui, tout le monde la connaît, et c'est quand même très complexe. Mais est-ce qu'à un moment, tu as eu des questions par rapport à ça? Est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai une crédibilité à développer un aspect technologique ou t'es pas posé la question, t'as foncé? En fait, j'ai une particularité, et c'est pour ça que j'ai un associé qui s'appelle Florian Lison. Ouais. Moi, je suis un fonceur. Okay. Je vais pas réfléchir à me dire est-ce qu'on peut le faire ou pas. J'ai posé ma question à des techs, ils m'ont dit que c'est possible, donc c'est bon, dans ma tête c'est possible, je peux le faire. L'avantage aussi que j'ai eu, et ça c'est l'IoT et l'accompagnement de l'IoT qui me l'a donné, c'est que tu l'as dit juste là, j'ai un profil de commercial. Ouais. Je suis un vendeur, je suis bon vendeur, sinon je ne créerais pas cette solution. Et c'est ça qui m'a aidé. Parce qu'en fait, si tu veux, la problématique de départ, nous, c'est qu'on devait collecter de la data pour créer notre IA, gérer notre IA, travailler notre IA. Mais acheter de la data, ça coûte très 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 cher. Donc comment tu fais? Dis-moi tout. Eh bien écoute, c'est très simple. J'ai eu un conseil ici. Demande aux gens de te donner leur data et fais-les payer. Okay. Crée un produit de merde, un MVP tout pourri, teste-le sur le marché, fais-toi de l'argent avec, récolte la data que tu as besoin, et là tu vas créer ta solution. Ouais. Et en fait, c'est ce mindset de fonceur qui m'a aidé. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah ouais, putain, pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Ou pourquoi t'as peur d'aller faire payer quelque chose? Bah allez, vends. Et vends un produit qui est pourri, parce que le premier produit qu'on a vendu, il n'y avait pas d'IA derrière. Hein. C'était moi l'IA. Je tapais des scripts pour les gens, on les régénérait, et tu me voyais taper comme ça toute la nuit, quoi. Ouais, je vois. Mais par contre, c'est ce qui nous a permis de connaître notre marché, c'est ce qui nous a permis de comprendre notre marché, c'est ce qui nous a permis de comprendre la stack technique dont on a besoin, et c'est ce qui nous a permis en fait d'arriver à la solution aujourd'hui qui marche, qui est aujourd'hui encore un MVP. Hein. On n'est pas à 100% de la solution que j'ai visualisée. Ouais. Mais par contre, on sait le vendre, on arrive à le vendre, il y a un ROI qui va derrière, et si tu attends que ton produit soit parfait pour vendre, mais c'est déjà trop tard. Et ça, c'est Gaspard de l'IoT qui me l'a dit. Si t'as pas honte de ton premier produit, mais en fait, c'est que c'est déjà trop tard. Et il a raison. Fondamentalement, il a raison. Parce que trop tard, c'est quand tu as un produit parfait, que tu le confrontes au marché et que tu te dis qu'il n'y a pas de besoin. Ouais. Alors que là, tu as un mini produit. C'était, je te le dis, hein, c'était, on a pris une sorte de typeform sur lesquels on a créé des scripts et je les retapé par rapport au feedback qu'on recevait. Et ben ça a marché. Ça nous a permis d'avoir le résultat qu'on voulait. J'aime bien l'idée que tu as et tu vois, je suis assez. Les gens rigolent de ça, tu vois. À Escadrille, j'ai une devise. Je dis souvent à ceux, par exemple, à qui on fait la passation pour chaque mandat, je leur dis ferme ta gueule et fais. Tu vois. J'adore dire ça. Oh, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et du coup, je sais pas, j'ai eu cette mentalité assez rapidement, moi aussi d'entrepreneur, tu vois, je sais que je montais une entreprise. Je respecterai, je pense, cette idée, ferme ta gueule et fais, j'avancerai coûte que coûte. Mais j'ai quand même des personnes aussi qui m'ont inspiré, qui me disent des fois prendre du recul, il y a des moments où il faut savoir aussi se mettre dans une bulle de réflexion, tu vois. Est-ce que tu as ces entrepreneurs aussi, avec qui tu t'inspires, et qui ont pu aussi parfois te mettre en question, dire, lui il m'inspire pour son parcours. C'est qui ces entrepreneurs qui t'ont inspiré à toi? Déjà, moi, premièrement, je suis d'accord avec ce que tu dis, ferme ta gueule et fais, parce que la stratégie, c'est bien. Mais si j'ai compris un truc dans l'entrepreneuriat, le seul truc qui compte, c'est exécuter. Exécuter. Bien sûr qu'il faut avoir une prise de recul et de la réflexion. Et ça, c'est ce que on m'a appris, c'est where you're in doubt, zoom out.
Donc quand tu as les doutes, tu dézoomes et tu regardes le parcours, tu retraces, tu vois tes erreurs et là tu es en réflexion stratégique pour améliorer et avancer. Mais pour faire ça, il faut déjà faire de base. Et j'ai des entrepreneurs, oui, qui m'inspirent énormément, notamment quelqu'un qui nous accompagne aujourd'hui de manière très proche, qui s'appelle Paul Lé, donc qui a créé labellevie.com. Je te souhaite un jour de rencontrer Paul Lé et d'avoir un Paul Lé dans ta vie. D'accord. Parce que c'est le mec qui ressemble beaucoup à mon parcours, qui vient de quartier populaire, qui a dû sortir de là, qui s'est sorti les doigts du nez et qui cravache tous les jours pour montrer que il sait faire du cash, il fait du cash, il fait une belle boîte, il est proche de ses équipes et il a une vision stratégique très forte. Et ce mec-là, il part de rien. Et il a tout monté tout seul, avec ses associés aussi quand même. Et le fait qu'il nous accompagne, et quand je vois son parcours qui ressemble beaucoup au mien, bah, tous les jours ça m'inspire et ça me donne envie de me défoncer de ouf. Après j'ai Guillaume Moubèche de l'Emlist, que je parlais tout à l'heure, je voulais rentrer dans sa boîte, etc. Lui c'est un entrepreneur, ça me parle. Le mec il a compris que le branding c'est important, il a compris que l'image de marque c'est important, mais il a compris aussi qu'il fallait faire du quick and dirty quoi. Ouais. Tu vois, et c'est ça l'essence même de l'entrepreneuriat. Et ça m'inspire au quotidien. Te dire que je suis inspiré par des Steve Jobs, Bill Gates, tout ça, ils ont marqué l'histoire. Et ça, c'est ce que je veux faire. Mais c'est pas eux qui m'inspirent. Moi, ce qui m'inspire, c'est ceux qui ont grind comme des porcs. Et je dis pas qu'ils ont pas grind, hein, mais qui ont un parcours quand même similaire au mien, quoi. Et après, il y a aussi mes associés qui m'inspirent à mort. Et ça, je tiens à le dire, c'est hyper important. Moi, j'ai mon associé Christian Houpeau, qui est le CTO de la boîte. Ce mec-là, il a sauté le grand bain alors qu'il a eu son premier gosse en même temps qu'on a ouvert la boîte. Là, il y a le deuxième qui arrive et voilà. Et ce mec-là, il m'impressionne, quoi. Il se lève le matin à 8h, il tabasse toute la journée, il s'occupe de ses gosses et le soir jusqu'à 1h, 2h, je le vois connecté, on peut échanger et travailler ensemble, quoi. Et ce mec-là, t'es un gros bosseur. Le sacrifice qu'il fait, c'est ouf. Je suis un gros bosseur. T'es un acharné. Je suis un travailleur acharné. Aujourd'hui, ce que j'apprends, et c'est peut-être de mes faiblesses, c'est l'équilibre. Parce que j'ai tendance des fois à culpabiliser quand je bosse pas. Alors qu'il faut pas, tu vois. On m'a beaucoup appris ça. Maintenant, entre ce qu'on me dit et comment le faire, c'est difficile parce que quand je vois la sueur et les larmes de mes associés, en fait, ça me pousse à encore bosser, à donner, quoi. Moi, je compte pas mes heures. J'ai même pas envie de te donner des horaires de semaine que je fais parce que je les compte pas. Tu comptes pas. Mais j'adore travailler. Et encore, quand on me dit travailler, tu sais, en vérité, à part les trucs un peu administratifs, ça pour moi c'est travailler, mais le reste de mon taf c'est du kiff, quoi. C'est juste du kiff. Je suis en train d'écrire une histoire trop belle. Tu vois, c'est tous les jours que ça se passe. Je vois. Tu parles du mot histoire. C'est quoi l'avenir d'Alowen ? Pour toi, où est-ce que tu le vois ? T'espères quoi de cette entreprise-là ? Tu veux qu'elle aille où ? Alowen, c'est simple. Notre ambition, elle est très simple. C'est qu'elle soit sur tous les appels que tu vas avoir demain. Que ce soit en service client, que ce soit en prospection téléphonique, que ce soit en gestion d'appels de secrétariat. Je veux qu'Alowen soit celui qui distribue les appels dans tout le monde entier et qui satisfait toutes les personnes qui sont appelées ou qui appellent via Alowen. En fait, c'est très clair. Tu vois Amazon, c'est une marketplace, tout le monde vient taper dedans et génère du business. Je veux que Alowen, ça soit la marketplace de l'appel téléphonique et tout le monde tape dans ses besoins au niveau de la gestion de l'appel chez nous. Et Alowen, pour moi, ça va être j'aimerais que ça soit la première licorne toulousaine. J'aimerais qu'on soit un centaure. Je sais pertinemment qu'il y a quasiment pas d'entreprises qui font ça ou très peu. Mais j'ai pas peur de le dire. J'ai cette ambition-là et j'ai l'ambition de faire en sorte que la carte de Toulouse soit affichée dans tout le monde entier et que Alowen, limite, on ait un truc sur le cap, tu vois. Super. J'aime bien cette mentalité toujours plus ambitieuse. Il faut pas avoir de barrière, hein, tu vois. Exactement, à l'américaine. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que moi en fait, j'avais vu une vidéo de toi donc sur l'IoT Valley et il y avait une phrase qui m'a marqué. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Kobakai. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie ? Bien évidemment. Tu connais Karate Kid ? Ouais, je connais bien. Eh bien, en fait, je sais pas si tu le sais, mais sur Netflix, il y a une série sur le film. Ça je sais pas. Et justement, ça s'appelle Cobra Kai.
Okay. Et à chaque fois que je vendais avec Halloween, depuis que je regardais cette série, bah, j'ai commencé à crier Cobra Kai, Cobra Kai. Et en fait, je sais pas, ça me boostait, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et c'est quelque chose qui est resté ancré en moi, en nous. Et dès que je m'ennuie dans la boîte, parce que moi, je suis insupportable. Parce que je supporte pas travailler dans le calme et tout. J'ai besoin de bruit, j'ai besoin de trucs. C'est peut-être l'habitude d'avoir été téléprospecteur, hein. Ouais. Mais j'ai besoin de ça pour me faire vibrer. Et donc, quand c'est trop calme dans la boîte, bah, je crie Cobra Kai! Ouais, je vois. Parce que je réveille les gens, quoi. Les gars, on est sur une super histoire, on est dans une bête d'aventure, mais let's go! Ok, on focus, mais let's go! Sourire, on kiffe, on y va, tu vois, c'est la bagarre. Je vois l'idée. Mais une journée avec toi, donc c'est ça, c'est direct, t'arrives le matin, boum, Randy est dans la pièce, on sait qui est là. Alors, une journée avec moi, déjà, j'arrive tôt, généralement. Ok. Ou sinon, je commence tôt chez moi, parce que je commence quand même le sport, etc. J'ai besoin de faire mon deep work le matin. Ok. Donc, c'est vrai que j'ai besoin des 2 heures de calme le matin, juste ces 2 petites heures-là. Et après, oui, quand je suis dans la pièce, ils savent très bien. Hein. Déjà, j'arrive, j'ouvre la porte, je fais du bruit, je chante très fort, je parle fort, enfin, je fais mes rendez-vous. Tout le monde sait quand je suis là, c'est sûr. Ok. Tu le ressens, et même la vibe, tu vois, j'ai beaucoup d'énergie. Ouais, ça se voit. Sur LinkedIn, ouais, ça m'a fait rire parce que William, il a mis que j'ai été fournisseur d'énergie au même titre que DF. Et c'est vrai, j'adore donner de l'énergie aux gens, j'adore donner ce boost-là. Parce que la vie est trop belle en fait pour s'arrêter là à faire la gueule et à être calme toute la journée. Non. Tu vois, tu penses que c'est dû à quoi cette énergie En vrai, parfois c'est juste toi, t'es comme ça, t'as besoin de donner de l'énergie. Je sais que moi, ça vient plutôt d'échecs parfois où je me suis dit, j'ai pas assez montré sur des moments, tu vois, que ce soit dans ma scolarité, des choses comme ça. Et je me suis dit, il y a un moment, allez, vas-y, sois vraiment toi, tu vois, fais-toi confiance, ose t'ouvrir aux gens, tu vois. Et là, maintenant, je sais que je suis différent. Je pense que les gens qui m'ont connu au lycée en prépa diraient, purée, on reconnaît plus trop le Théo Bousquet, tu vois. Il a changé. Toi, est-ce que tu as connu des échecs qui t'ont changé ? Eh ben, c'est une très très bonne question parce que je pense que ça part surtout d'un point de vue personnel où avant j'avais beaucoup, c'est un peu paradoxal d'un sales, hein, mais j'avais peur du regard des gens. Tu vois. Ouais. J'avais cette énergie au fond de moi et elle a toujours été au fond de moi, mais je la montrais pas forcément, etc. Et puis un jour j'ai eu un déclic, mais putain, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, sois toi-même, comme tu l'as dit là. Et c'est ce déclic-là qui m'a fait me dire, bah vas-y, sois toi-même, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, au moins t'as ton truc et ça va te caractériser pour qui tu es. Et à partir de là, je me suis lâché, je suis moi-même, je donne toute l'énergie, je rigole très fort, je fais du bruit et oui, ça peut déranger certains, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Okay. C'est juste, je veux être moi-même et réussir avec mes valeurs, mes principes et comme je suis. Et j'ai un rapport à l'échec aussi qui a beaucoup changé avec le temps. Où la peur de pas réussir, la peur de l'échec, tu sais, c'est un truc qui est ancré quand même souvent de par ce que tu as vécu, de par la famille, de par plein de choses. Jusqu'à ce que j'ai écouté une musique de Tito Prince, que je te conseille d'ailleurs. Ok, j'écouterai. Et dans cette musique-là, il parle de Thomas Edison, justement, qui a eu 1200 tentatives pour créer la lumière. Et en fait, pour les gens, il a eu 1200 échecs. Alors que pas du tout. Il l'a construit de manière différente, 1200 fois, la bonne solution pour avoir la lumière, tu vois. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, l'échec n'est que la construction de ta réussite. Et le seul échec aujourd'hui, pour moi, c'est abandonner. Okay. Ça, c'est un échec. C'est t'as tap out, t'arrêtes là, t'abandonnes, ok, ça, c'est un échec. Par contre, t'as perdu, t'as pas réussi un truc, t'as pas fait ça, bah, prends-en comme une force. Retourne la situation. T'as peur de l'échec de ton côté ou moi je sais que c'est quelque chose quand même qui me drive un peu. C'est que là, je me dis, purée, imagine t'échoues alors que t'es le premier à crier sur les toits que tu vas réussir, il se passe quoi tu peux pas abandonner en fait. Tu peux pas abandonner, ouais, c'est un peu, si tu regardes un peu le MMA par exemple, il y a beaucoup de trash talk et tout. Ouais. En fait je suis un peu comme eux, tu vois, je suis un peu comme un Conor McGregor ou un Cédric Doumbé où j'ai besoin de moi-même, tu vois, parler parce que je sais que je vais devoir back up ce que j'ai dit. Voilà, donc ça va me driver à fond. Et peur de l'échec, non, j'ai pas peur de l'échec. J'ai sauté le grand pas, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai créé ma boîte. Maintenant, j'ai un énorme chemin et une énorme histoire à écrire. Ouais. En fait, ma seule peur, c'est de ne pas écrire cette histoire, mais pas avoir un échec, tu vois. Tu parles de ne pas écrire cette histoire. Moi, il y a une question que j'ai beaucoup aimée, c'était Chapa qui posait dans une question. C'est demain, devant Dieu, le livre de ta vie était terminé. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise ? Sincèrement, j'aimerais qu'en fait, un de mes utilisateurs et un de mes clients finaux, ils me disent
Randy, tu as changé ma vie. Ta solution, elle a changé ma vie, elle a impacté positivement ma vie. Et ça a changé ma vision de la prospection en elle-même. Là, j'aurais réussi ma mission, tu vois. Parce que ça veut dire que j'aurais vraiment profondément aidé quelqu'un. Et pas juste un truc où, ouais, j'ai facturé un tel, j'ai fait 100 millions d'euros de chiffre. Rien à foutre de ça. Vraiment, comme tu l'as dit, devant Dieu, entre guillemets, demain je meurs, c'est pas le poids de mon argent qui va faire quelque chose. C'est le poids de ce que j'ai apporté, en fait, et de ma contribution avec ce que j'ai réfléchi comme idée. On sent que la notion d'impact elle est assez importante pour toi, c'est que tu as quand même envie d'avoir un impact auprès des gens. Il y a un aspect, je pense, tu as une volonté de réussite. Comment est-ce que tu définirais la réussite? Ça c'est intéressant. En fait, pour moi, la réussite, c'est l'histoire que tu vas écrire. La réussite, elle est simple. C'est, tu vas écrire une histoire, tu vas suivre cette histoire, mais tu vas réussir à écrire cette histoire avec tes valeurs, tes principes et la vision que tu avais de base. Si demain, on arrive à satisfaire tous les téléopérateurs, nos clients finaux, etc., qui a un vrai impact dans le monde, voilà, ça c'est réussir, tu vois, c'est écrire une histoire avec tes valeurs et surtout l'avoir fait en ayant le pouvoir de me regarder devant un miroir. Parce que si j'ai bafoué mes principes, mais que j'ai réussi et que ok, je suis au toit du monde, en fait, ça peut pas m'aller avec moi-même, tu vois. Je me connais, et je me connais personnellement. Pour moi, ça aura trop d'impact néfaste. Et en fait, la conséquence de tout le travail, elle sera même pas utilisée à bon escient, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote? Peu importe. Peu importe. Ce que tu veux. Une anecdote, peut-être tu te dis, peut-être sur aujourd'hui, sur 10 ans, sur... Écoute, je vais te raconter une anecdote. Elle est très simple. C'est quand j'ai commencé à l'ON, ma famille et même à l'IoT, j'ai rencontré des entrepreneurs, etc. Et j'ai parlé de l'idée et tout. Et il y a un mec qui est venu me voir, mais ça m'a vraiment touché, tu vois. Il est venu me voir, il m'a dit, mais pour qui tu te prends? Ok, d'accord, je t'ai rien fait, qu'est-ce qui se passe? Pour qui tu te prends pour dire que demain, tu vas créer une licorne? Pour qui tu te prends pour dire que demain, tu vas utiliser cette tech ou créer cette tech, disrupter le marché et révolutionner le monde? Il a raison de m'avoir posé cette question-là. Ça m'a permis profondément de savoir qui j'étais, qu'est-ce qui était ancré en moi et surtout où est-ce que je voulais aller. Donc, bien évidemment, je l'ai mal pris au début, mais avec du recul, justement, ça m'a permis d'éclaircir justement ce dont j'avais vraiment envie d'écrire comme histoire, tout simplement. J'ai bien posé des questions aux personnes qui sont les voltigeurs. Ton livre préféré? The Mom Test. Ok, je connais pas du tout. Je te conseille de le lire et je vous conseille à tous de le lire. Parce que pour entreprendre, c'est le premier livre qu'on m'a conseillé aussi. Et c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur la directive à avoir. Ton film préféré, à part Karate Kid? Oh, ça devrait aller, c'est pas Karate Kid. Mon film préféré, Limitless. Ok. Et ensuite, est-ce que tu pourrais te tourner vers la caméra et donner un mot à tous ces étudiants qui nous regardent, qui hésitent peut-être à se lancer, ou qui veulent peut-être pas forcément se lancer dans l'entrepreneuriat, mais au moins leur donner des conseils pour demain affronter le monde économique et social qui nous attend? Premièrement, arrêtez d'avoir peur, parce que les croyances limitantes, c'est ce qui vont vous limiter justement dans la vie. Sachez écouter, parce que prendre les conseils des gens, c'est bien, mais des fois, c'est les croyances limitantes des autres qui vont vous-même vous stopper en fait dans votre démarche. Quand on parle à un parent, ils vont toujours s'inquiéter et c'est bienveillant. Mais en fait, c'est juste la limite de leur peur à eux parce qu'ils ne l'ont pas faite, cette chose-là. Et le troisième point que je vais vous donner comme conseil, c'est aller sur Netflix, regarder The Playlist. C'est une série sur Spotify et vous allez beaucoup ouvrir les yeux sur le monde de la start-up. Et ça va vous donner, pour je l'espère, de la motivation. Randy, dernière question, c'est la question qui symbolise les voltigeurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande souvent aux voltigeurs que j'ai en face de nous de trouver le prochain voltigeur qu'on va interroger. Est-ce que tu peux me trouver le prochain voltigeur? Bien sûr, je peux te trouver le prochain voltigeur. Je t'ai donné le nom maintenant? Ouais, maintenant. Ouais. Si tu l'as en tête maintenant, je te laisse donner le nom maintenant. Et même si tu te sens de l'appeler pour lui proposer, on le fait en direct. Écoute, j'ai le nom. Il s'appelle Madi. C'est le CEO de Sensinov. C'est une super boîte. Il l'a bootstrappé au départ. Là, ils ont fait une super levée. Pour moi, c'est eux que je dois dépasser très rapidement sur Toulouse. C'est des monstres.
C'est un mec qui est très cartésien et pragmatique. Oui. Et si tu as la chance de l'avoir, c'est de la bombe atomique. Ce mec-là, c'est une crème. Il a aussi une très belle histoire à raconter. Et je pense que lui, réveillez-vous, ou en tout cas, renseignez-vous, mais ça va être la pépite de demain aussi. Ok. Tu tiens de l'appeler ou tu veux qu'on l'appelle après? Bah écoute, on l'appelle après, il est en bas, donc on va aller le voir. Ah bah on ira le voir après. En tout cas, Randy, merci. J'ai passé super bien avec toi. Merci Moi encore. aussi. Merci, c'était les Voltigeurs.